Alors bienvenue dans ce nouveau chapitre où nous allons découvrir ensemble comment utiliser des librairies tiers dans notre code. Donc il faut savoir que beaucoup de développeurs PHP n'hésitent pas à rendre leur code open source, c'est-à-dire que lorsqu'ils développent des classes ou des librairies spécifiques, plutôt que de simplement les utiliser pour eux, ils n'hésitent pas à rendre le code open source pour que tout le monde puisse y accéder et aussi participer à son évolution. Donc ce qui est intéressant, c'est que lorsque l'on aura besoin de développer un projet complexe, plutôt que de tout faire à la main, on peut parfois se baser sur le code de quelqu'un d'autre. Alors ce que je vous propose, c'est un exemple concret. On va reprendre notre système de blog, et sur ce système-là, je m'imagine que je puisse écrire les articles en utilisant une syntaxe particulière qui est la syntaxe Markdown. Alors pour ceux qui ne connaissent pas forcément, on va taper Markdown Example sur Google, et on va prendre le premier lien. Donc le Markdown, c'est une syntaxe un peu particulière qui permet de mettre des caractères spécifiques pour que notre texte représente des titres, mettre le texte en gras, mettre le texte en italique. Donc on s'imagine que l'utilisateur a la possibilité de rentrer comme ça son contenu en utilisant du Markdown. Donc le problème, c'est que maintenant au niveau de ma page, j'aimerais bien que lorsque l'utilisateur essaie de voir cette page-là, on ait le contenu en HTML. Donc convertir notre Markdown en HTML. Donc on pourrait essayer de le faire nous-mêmes, mais comme vous pouvez l'imaginer, c'est assez complexe. Donc la première chose que l'on va faire, c'est vérifier si quelqu'un n'a pas déjà fait ce travail-là. Donc pour chercher des librairies, il faut se rendre sur un site qui s'appelle Packagist. Donc Packagist, c'est quelque chose qui va fonctionner avec Composer, l'outil que l'on a installé dans le chapitre précédent, et qui va permettre de télécharger directement la librairie que l'on souhaite. Donc on a sur Packagist un champ de recherche, et on va taper Markdown. Donc c'est le nom de la syntaxe que l'on souhaite utiliser. Donc automatiquement, on a les résultats de recherche avec beaucoup de librairies. Donc c'est vrai que ce n'est pas forcément évident au premier abord de faire la différence. Alors ce que vous pouvez faire pour vous y repérer, c'est voir déjà à droite le nombre de téléchargements. Une librairie qui a beaucoup de téléchargements et beaucoup d'étoiles, c'est une librairie qui est populaire. Donc forcément, c'est une librairie qui aura tendance à fonctionner. Ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est cliquer sur le nom de la librairie. Et vous allez avoir comme ça une page qui récapitule un petit peu les différentes versions. On voit quand est-ce que ça a été mis à jour pour la dernière fois. Donc ça peut être intéressant de voir si la librairie est fraîche ou non. Et vous avez à droite ici le lien vers le dépôt qui contient la librairie. Donc c'est toujours intéressant de se rendre sur le dépôt parce que c'est là où en général on va voir la documentation et on peut aussi voir le code source. Donc ça peut être intéressant si vous êtes curieux de voir comment lui il a fait les choses et à quoi ressemble son code. Ce qui nous intéresse surtout, c'est de regarder la documentation et de voir comment on peut utiliser cette librairie pour voir si la signature des méthodes et des classes correspond à notre logique. Donc on voit dans ce cas-là par exemple qu'il crée une nouvelle instance de parseDown et ensuite il utilise dessus la méthode text. Donc ça prend en paramètre du Markdown sous forme de chaîne de caractères et ça convertit en HTML. Donc sur le papier, ça semble correspondre parfaitement à ce que l'on souhaite faire. Et après, libre à vous de regarder un petit peu les autres et de voir aussi comment elles fonctionnent. Par exemple, il y a celle-là aussi, je la connais, elle est plutôt pas mal. Si on se rend sur la documentation, hop, on descend un petit peu, on nous explique comment elle fonctionne. Donc on voit qu'elle est dans un namespace particulier, et ensuite on peut utiliser le système de transformation. Donc c'est une méthode qui fonctionne un petit peu différemment, mais comme ça il ne faudra pas hésiter à lire la documentation pour comprendre comment fonctionnent les librairies. Comme vous pouvez le voir sur cette documentation, l'installation se fait grâce à Composer. Donc lorsque vous allez installer une librairie, il faudra utiliser votre terminal, utiliser Composer, donc on l'avait installé globalement, donc on peut directement taper la commande Composer, plus besoin de faire un php composer.far. Ensuite on fait require, suivi du nom de la librairie. Donc ce nom peut être trouvé sur la documentation, ou il est aussi disponible sur Packagist. Lorsque vous cliquez pour voir une librairie en particulier, on vous donne tout en haut le nom de la librairie, et juste en dessous le code à copier pour l'installer. Donc moi je vais simplement copier le nom ici, hop, si j'y arrive, et ensuite on fait Composer require suivi du nom de la librairie. Dès que vous allez appuyer sur Entrée, automatiquement Composer va télécharger cette librairie-là et modifier l'autoloader que l'on avait vu pour intégrer cette nouvelle librairie. Maintenant, si je souhaite l'utiliser par exemple pour mon blog, donc je vais me rendre dans Blog, je vais me rendre dans index.php et on avait, il me semble, une petite méthode qui s'appelait getInsert. Elle nous renvoyait du code HTML que l'on échappait. Maintenant, on ne veut plus échapper ce code HTML, on veut que l'utilisateur puisse rentrer du Markdown. Donc je vais supprimer ce que l'on avait fait, et plutôt que de voir juste l'extrait, je me dis j'aimerais bien avoir le contenu, le body. Je vais maintenant me rendre dans ma classe post,
Et là, j'aimerais bien utiliser cette classe pour parser mon Markdown. Donc comme on le voit, elle n'est dans aucun namespace, donc on n'a pas besoin de mettre un use, et on peut initialiser parseDown. Donc je vais me mettre au niveau de ma méthode getBody, public, function, getBody, et je commencerai par initialiser parseDown. Donc on va créer ça dans une variable que l'on va appeler parseDown, et on fait new parseDown. Comme on le voit, automatiquement mon éditeur est capable de détecter que l'on a installé cette librairie et autocomplète les choses. Il met un anti-slash parce qu'on est au namespace racine. Donc cette classe se construit sans aucun paramètre et ensuite on peut lui dire je veux que tu convertisses ce texte en HTML. Donc là on fera un return. ParseDown, on utilisera la méthode text et on lui passera en paramètre notre contenu, this content. Et là, on a utilisé une librairie tiers pour convertir du Markdown en HTML. Si je reviens au niveau de ma page web et que je réactualise, on voit bien que notre code Markdown a été converti en HTML. Par contre, ce qui peut se passer, c'est que l'utilisateur, en plus du Markdown, se dise « Tiens, je vais pouvoir mettre de l'HTML qui sera automatiquement interprété. Je vais mettre un H1, bon, c'est pas dramatique, mais il peut mettre surtout un script. Hop. Et dedans, il mettrait un alerte « Salut ». Le problème, c'est que maintenant qu'on a enlevé la partie HTML Entities, ce script va être interprété. Si je reviens au listing, j'ai bien cette alerte. Donc si je reviens au niveau de la documentation, donc on nous parle ici de la partie Security, et on peut lui dire il faut mettre un safe mode. Donc je vais juste au-dessus lui dire parseDown, set safe mode, et on mettra le mode à true. Je reviens sur ma page, et maintenant on voit qu'il a échappé ce code HTML, et il continue à parser le reste. Donc ça peut être pratique si vous voulez autoriser un petit peu de formatage, mais ne pas autoriser forcément l'HTML. C'est un exemple, mais c'est pour vous montrer comment on peut lire la documentation et se renseigner un petit peu sur l'utilisation des librairies. Alors maintenant, si on est un petit peu plus curieux sur le comment Composer a fonctionné, si on regarde notre dossier vendor, qui avait un dossier autoload, on va voir qu'il y a maintenant un nouveau dossier qui s'appelle Erusev. Ce dossier correspond au nom en fait de notre package. Si je rentre dedans, on a bien notre parseDown où on retrouve le code qui était disponible sur GitHub. Donc ce que fait Composer, c'est que automatiquement, il va télécharger la librairie, la mettre dans un bon dossier et modifier votre autoloader pour que lorsque dans votre code vous fassiez un new parseDown, il aille le chercher au bon endroit. Alors ce dossier vendor, lorsque vous allez partager votre projet, vous n'êtes pas obligé de le donner aux autres personnes. Vous pouvez automatiquement réinstaller les librairies en utilisant Composer. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais supprimer ce dossier vendor et je peux passer le projet sans le dossier vendor à un autre développeur. Si ce développeur veut commencer à travailler, il ne pourra pas parce que s'il actualise la page, il va dire non, le fichier autoload je ne le connais pas et en plus de ça, le fichier parseDown je ne le connais pas non plus. Donc lorsque vous récupérez un projet qui utilise Composer, lorsque vous voyez un composer.json et que vous n'avez pas de dossier vendor, il va falloir lui dire installe toutes les dépendances. Donc pour cela, vous faites un coup de composer install et c'est tout ce que vous avez à faire. Automatiquement, il va lire votre fichier composer.json, vous voyez qu'il revoit cette librairie-là et il va réinstaller les choses. Donc si je réactualise, ça refonctionne convenablement. Si on regarde au niveau du composer.json, on voit qu'on a, en plus de la partie autoload que l'on avait mis précédemment, cette nouvelle partie. Donc cette nouvelle partie est automatiquement générée lorsque vous faites un coup de composer require. En fait, elle va permettre d'indiquer, pour que notre librairie et notre application fonctionnent, on a besoin de ce package dans cette version-là. Automatiquement, lorsque vous ferez un composer install, il va rechercher les packages qui sont listés dans le require et les réinstaller. Alors maintenant, on va découvrir une autre librairie qui est plutôt sympa. Alors si on se rend sur Packagist, donc on va revenir en arrière, vous cherchez var dumper. Donc c'est une librairie qui a beaucoup de téléchargements et qui vous permet de faire des var dump qui sont plus jolis. Donc si on regarde, il n'y a pas forcément grand chose sur le readme, donc on va se rendre sur la documentation. Donc je me rends sur GitHub et on a la documentation. Donc d'abord, on doit l'installer. Et on voit qu'au niveau de l'installation, on nous dit qu'il faut rajouter un drapeau --dev. Alors ce drapeau permet d'indiquer que
la librairie que l'on va utiliser, la dépendance que l'on va utiliser, n'est nécessaire que pendant le développement. C'est-à-dire que lorsque l'on mettra en production le site, ça n'est pas utilisé. Donc ça permettra de ne pas installer des librairies qui ne sont là juste que pour la phase de développement. Donc je vais copier cette ligne-là et l'installer. Automatiquement, je vois qu'on a une nouvelle clé qui a été rajoutée dans le composer.json qui s'appelle require-dev. Donc cette clé permet de dire que c'est une dépendance qui ne sert qu'au développement. Maintenant, pour l'utiliser, si je descends un petit peu, on a une nouvelle fonction qui s'appelle dump. Dump permet de dumper un objet. Donc on va le tester encore une fois sur la partie blog, donc dans mon index. Je me dis, tiens, j'aimerais bien savoir à quoi ressemble la variable $post. Donc je vais ouvrir PHP et je vais faire un dump post. Si je sauvegarde et que je reviens sur ma page, on voit qu'on a maintenant ce petit bloc noir qui me montre la classe post. Je peux replier les choses et voir les différentes propriétés. C'est super pratique parce que ça a une mise en forme qui est beaucoup plus facile à lire que notre var dump habituel. Et pareil, on voit ici que dans le cas d'un datetime, on peut déplier les choses pour voir les propriétés à l'intérieur du datetime. Autre petite remarque, vous l'avez peut-être noté, mais lors de l'installation, on a vu qu'il a installé d'autres paquets. Si je regarde dans le dossier vendor, on a notre dossier Symfony qui correspond au nom de la librairie, et à l'intérieur, en plus de vardumper, on a ces deux choses-là en plus. Et on peut se demander pourquoi ces librairies se sont installées. Moi, je n'ai pas demandé à ce qu'elles s'installent. En fait, si on se rend sur le dépôt GitHub qui correspond à vardumper, donc je reviens en arrière et on revient ici, on voit que cette librairie a elle aussi un fichier composer.json. Donc fichier qui ressemble un petit peu au nôtre, avec un petit peu plus d'informations, mais on a aussi une clé require et require-dev. Donc cette librairie a elle aussi besoin d'autres librairies. Donc lorsque vous faites un composer install, ce que va faire composer, c'est qu'il va dire ah ok, on vient d'installer vardumper, mais vardumper a besoin de ces librairies-là. Donc moi, automatiquement, je vais installer les librairies dont dépend vardumper. Du coup, il gère tout l'aspect dépendance au niveau de votre script. Donc vous n'avez à vous occuper de rien, vous n'installez que la librairie qui vous intéresse, et c'est Composer qui va se charger de voir de quoi a besoin cette librairie-là, et de l'installer si nécessaire. Maintenant, on va resupprimer encore une fois notre dossier vendor. Hop. On s'imagine qu'on n'a plus besoin du dump, on a bien testé notre code et on sait que tout fonctionne. Si on ne veut installer que les dépendances qui sont dans le require, pas les dépendances de développement, histoire d'alléger notre dossier vendor, il faudra faire un composer install, où vous pouvez taper simplement i, et rajouter un drapeau no-dev. Et dans ce cas-là, ça n'installera pas les dépendances de développement. On le voit ici, ça n'a installé que Parsedown. Si vous faites un coup de composer install sans ce drapeau-là, ça va aussi installer les dépendances de développement. Si vous avez besoin de plus d'informations sur l'utilisation de ces commandes-là, la commande require ou la commande install, il ne faut pas hésiter à aller sur la documentation. Vous allez avoir ici la liste des commandes. Donc on retrouve beaucoup de commandes, mais on retrouve surtout la partie install. Si je tape install, hop, on me montre les différents drapeaux. Donc voilà pour le principe de base de Composer. Donc c'est un outil qui permet d'aller beaucoup plus loin, mais pour l'instant par rapport à ceux dont on va avoir besoin, c'est largement suffisant. Je vais faire une petite aparté pour ceux qui sont intéressés sur la commande update, parce que c'est important de comprendre comment elle fonctionne. Mais ce n'est pas du tout nécessaire de le savoir, en tout cas pour le moment. Donc Composer update, c'est une commande qui va vous permettre de mettre à jour les différentes dépendances. Donc il faut savoir que lorsque vous faites une installation, automatiquement vous allez avoir un fichier qui s'appelle composer.log qui va être généré. Ce fichier indique les versions qui ont été téléchargées lors du composer install. Si quelqu'un d'autre fait un composer install, Composer va automatiquement regarder ce fichier .log et télécharger exactement la même version. Donc le problème c'est que si la version 1.7.1 de Parsedown sort, vous n'allez pas forcément la télécharger. Donc le Composer Update permet justement de mettre à jour les dépendances. Mais on peut se dire, qu'est-ce qui se passe si par exemple la version 2 de Parsedown sort? Est-ce que je ne risque pas d'avoir une mise à jour trop importante et mon code qui ne fonctionnera plus du tout? Donc vous avez au niveau du fichier composer.json l'indication du numéro de version à utiliser. Donc on voit qu'on a un petit symbole et on a marqué la 1.7. On a le même symbole ici et la 4.2. Pour comprendre un petit peu mieux de quoi il en retourne, on va se rendre sur la documentation et on va chercher constraint. Donc vous pouvez, peu importe, on va mettre celui-ci. On nous explique comment ça fonctionne.
Par exemple, si on a simplement un chiffre, ça voudra dire que ça téléchargera au moment d'un composer install exactement la même version et on ne pourra pas en changer. Si on regarde notre petit symbole, donc c'est l'accent circonflexe, on nous dit ça agit un peu comme le signe précédent, mais si par exemple on met un accent circonflexe 1.2.3, ça mettra à jour tant que le premier chiffre ne change pas, c'est-à-dire tant qu'on estime qu'il n'y a pas un changement majeur au niveau du code. Et dans le cas de version qui serait en dessous de 0, ça fonctionne différemment. Donc ces contraintes-là sont automatiquement mises lorsque vous faites un composer require et permet lors d'un composer update de ne pas casser votre code. Ça veut dire que là, on pourra télécharger la 1.7, la 1.8, la 1.9, mais par contre, s'il y a une 2.0 qui sort un jour, on ne l'installera pas parce qu'on estime que s'il y a un changement de numéro majeur, il y a souvent un changement au niveau de l'API, un changement au niveau de la structure des classes et des méthodes, et du coup, ça casserait notre code. Donc vous pouvez laisser ça par défaut, mais si jamais vous voulez contraindre une version particulière, parce que vous savez qu'il y a une nouvelle version d'une librairie qui sort et qui pourrait casser les choses, ça peut être intéressant de connaître ces syntaxes-là. Par exemple, si ici je mets 1.6, donc je vais supprimer le dossier vendor. Si je fais un coup de composer install, je peux simplement taper i, il va installer la 1.7.0. Parce qu'on lui dit n'importe quelle version compris entre 1.6 et 2. Mais moi je sais qu'il y a par exemple un bug dans la 1.7. Donc je peux mettre une petite tilde et lui dire 1.6.0. Dans ce cas-là, il téléchargera tout jusqu'à la 1.7, mais il n'ira pas au-dessus. Si je resupprime encore une fois mon dossier vendor, je fais un coup de composer install. Il me dit effectivement qu'il y a un problème parce que mon composer.log indique une 1.7 qui ne correspond pas à mon .json. Donc je fais un coup de composer, update. Pour le coup, c'est plutôt un downgrade qu'un update. Et on voit que là, effectivement, il ne peut pas aller à la 1.7.0, donc il va jusqu'à la 1.6.4, parce qu'on a mis cette contrainte-là. Donc dans certains cas, c'est important de comprendre justement ce que signifient ces petits symboles pour pouvoir changer les contraintes au cas où on ait un problème avec une librairie tiers. Après, c'est un petit peu avancé. Là, on vient à peine de découvrir la librairie tiers, donc on n'a pas forcément encore des problèmes. Mais c'est vrai que si ça arrive, c'est toujours important de comprendre cette syntaxe-là. Donc là, je refais un coup de composer update, et vu que j'ai changé ma contrainte, il sait qu'il peut installer la 1.7.0. Donc voilà pour cette petite notion de update et cette contrainte de version. Donc à partir de maintenant, lorsque vous avez besoin de développer certaines fonctionnalités, n'hésitez pas à regarder sur Packagist s'il n'y a pas déjà une librairie qui a été créée qui pourrait vous permettre de gagner du temps.